S'il est une activité auquel nous nous livrons très souvent, c'est penser. En fait, nous pensons constamment. Nous sommes continuellement en train d'émettre des pensées. À peine une pensée s'achève qu'elle est remplacée par une autre pensée qui elle-même sera remplacée par encore une autre pensée. Les pensées font tellement partie intégrante de notre vie que ce qu'elles sont devrait être très clair pour nous. Mais qu'est-ce qu'une pensée ? Il y a deux manières de voir les pensées. Pour un matérialiste qui pense que seule la matière existe et que pour croire en l'existence de quelque chose, il faut pouvoir le voir ou le percevoir, les pensées n'existent pas dans la réalité extérieure. Mais il y a une autre approche, l'approche spirituelle. Dans cette approche, bien que les pensées soient invisibles, elles ne sont pas considérées comme étant des abstractions, mais elles sont considérées comme étant des réalités tangibles, mais pas ici dans la matière dense, mais dans la matière subtile de l'au-delà. Lorsque nous émettons une pensée, dans l'au-delà, cette pensée va être façonnée en une forme de matière subtile. Et cette forme représente exactement le contenu de la pensée, c'est pourquoi on l'appelle une forme pensée. Il peut sembler surprenant qu'une pensée ait une forme, mais en grec, le mot idée signifie forme visible. Et lorsqu'on cherche la définition dans le dictionnaire du mot pensée, il nous est dit que les pensées sont des représentations de quelque chose ou les images de quelque chose. Donc, il y a quelque chose à voir, il y a des formes. Mais si les pensées ont une forme, comment ça se fait qu'on ne les voit pas ? Les yeux de notre corps physique sont de matière dense et ils ne peuvent voir que ce qui est de matière dense comme eux. Cela est conditionné par la grande loi de la création qui est la loi de l'attraction des affinités qui fait que les semblables s'attirent et que les contraires se repoussent. Une conséquence de cette loi est que un genre ne peut percevoir que le même genre. Ce qui veut dire qu'avec nos yeux de matière dense, nous ne pouvons pas voir la matière subtile de l'au-delà, matière subtile avec laquelle sont faites les formes pensées. Cela ne signifie cependant pas que personne ne peut les voir, car certaines personnes peuvent les voir, ce sont les voyants. Un voyant peut décrire différents épisodes de la vie passée d'une personne qu'il consulte, et lorsqu'il le fait, il ne lit pas un rapport écrit qui lui parle de cette vie, mais il décrit quelque chose qui se trouve devant lui. Et ce qu'il voit et décrit, ce sont les formes pensées qui représentent les événements de la vie de la personne en question. En effet, avant de faire quelque chose, nous y pensons. Lorsque nous faisons la chose, nous y pensons encore. Donc, il y a une forme pensée qui représente notre acte. Et c'est ça que le voyant peut voir et qu'il décrit. Si les formes pensées n'existaient pas, il n'aurait rien à voir, rien à décrire, et cette partie de la voyance n'existerait pas. Mais le voyant peut voir, peut parler de la vie passée de la personne, et ainsi il doit y avoir quelque chose, et ce sont les formes pensées. Ce qui vient d'être dit peut donner l'impression que toutes les pensées, même les plus superficielles, deviennent des formes pensées qui durent dans le temps. Mais les choses ne sont pas tout à fait comme ça. Si quelqu'un pense avec force à quelque chose qui lui tient à cœur, une forme pensée se forme. S'il y repense régulièrement, cette forme pensée est entretenue, elle acquiert beaucoup de force et elle durera dans le temps. Mais si quelqu'un pense brièvement à quelque chose, une forme pensée se façonne, mais s'il n'y repense pas parce que ça ne lui tient pas à cœur, elle ne sera pas entretenue. Elle s'affaiblira et finira par disparaître. Les formes pensées ne sont pas fixes, immobiles, elles peuvent se déplacer. On peut d'ailleurs les envoyer et les recevoir. Et la meilleure preuve de cela, c'est la télépathie. La télépathie, c'est ce mode de communication à distance entre deux personnes directement par la pensée. Elle est aussi appelée communication extrasensorielle, c'est-à-dire en dehors des sens,
parce que l'information captée n'est pas perçue par les yeux ou les oreilles, mais directement sous forme de pensée. Beaucoup de gens ont déjà eu des communications télépathiques, bien qu'elles n'en sont peut-être pas très conscientes. Et le plus souvent, ça se passe avec des appels téléphoniques. Une personne va qu'à ses occupations quotidiennes, et tout à coup, elle se met à penser à un ami qu'elle n'a plus vu depuis très longtemps. Et elle se dit, mais c'est étrange que je pense à cet ami. Le téléphone sonne, quelques instants plus tard, qui est-ce? Précisément cet ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? L'ami, depuis quelque temps, pensait téléphoner à la personne. Une forme pensée s'est façonnée en conséquence. Il y a repensé plusieurs fois sans lui téléphoner, cela a entretenu la forme pensée. Un jour, il se décide à téléphoner, il y a un apport de force supplémentaire dans la forme pensée, étant donné qu'elle est orientée vers la personne, celle-ci la perçoit, se met à penser à son ami juste avant que celui-ci téléphone. Beaucoup de gens pensent qu'il ne s'agit que de hasard ou de coïncidence. Différents chercheurs ont fait des études poussées pour savoir ce qu'il en était. Et il en est ressorti que la télépathie était une réalité et que la distance ne jouait aucun rôle. Qu'on pouvait aussi bien communiquer télépathiquement avec quelqu'un dans la même ville que quelqu'un dans une autre ville, dans un autre continent, ou même avec un astronaute qui est sur la Lune comme ça s'est fait. Pourquoi est-ce que les distances ne jouent pas de rôle? Les formes pensées sont de matière subtile, ce qui est léger, éthéré, peut se déplacer facilement, beaucoup plus facilement que si les formes pensées étaient de matière dense. Les formes pensées peuvent se déplacer, mais elles restent liées à leur hauteur par un cordon qui est appelé un cordon nourricier, car la personne qui émet la pensée peut nourrir la forme pensée et, mais ça c'est beaucoup moins connu, la forme pensée peut nourrir l'auteur de la pensée par le cordon nourricier. Si quelqu'un pense qu'il est très important de toujours répondre avec calme et respect à quelqu'un qui est stressé ou agressif, il émet une forme pensée en conséquence. Étant donné que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, il va y repenser souvent et la forme pensée va devenir très forte. Un jour, il est agressé par quelqu'un verbalement et il reste calme, même très très calme. Il est même très surpris qu'il puisse rester aussi calme. Alors comment expliquer cela? D'un côté, il avait la volonté de rester calme, mais d'autre part, sitôt qu'il s'est dit « il faut que je reste calme », il s'est branché sur sa forme pensée qu'il a nourrie par le cordon nourricier de la force de calme qu'elle contenait. On comprend maintenant pourquoi on entend si souvent parler de la force des pensées, de la puissance des pensées. Les pensées ont une influence sur nous parce qu'elles deviennent des formes pensées et ne sont pas du rien du tout comme la majorité des gens pensent. Elles prennent une forme dans l'au-delà. C'est une forme qui dure dans le temps, qui peut recevoir beaucoup de force de l'auteur, et cette forme pensée peut ensuite redonner cette force à l'auteur de la pensée, en l'influençant de manière bénéfique ou non, selon les pensées qu'il a émises. L'influence des formes pensées ne se limite pas seulement à toucher une seule personne, parce que les formes pensées ne restent pas isolées dans l'au-delà, les unes à côté des autres. Lorsqu'il y a des formes pensées similaires, elles sont attirées les unes vers les autres par la loi de l'attraction des affinités. Ainsi, par exemple, deux formes pensées similaires se rejoignent pour former une nouvelle forme pensée plus grande et plus forte. La meilleure preuve qu'il en est bien ainsi est ce que l'on appelle les découvertes simultanées. Historiquement, il est bien connu que de nombreuses découvertes scientifiques et techniques ont été faites simultanément, c'est-à-dire à quelques semaines ou mois près, par deux personnes qui ne se connaissaient pas et qui n'étaient pas au courant que l'autre faisait des recherches sur le même sujet. C'est par exemple Charles Darwin qui, en Angleterre, écrit son livre sur la sélection naturelle,
et en Malaisie, Alfred Wallace, qui écrit un article qui développe les mêmes idées. Alors comment expliquer cette simultanéité? Lorsque deux scientifiques effectuent une recherche sur un même thème, chacun produit une forme pensée. Étant similaires, elles se rejoignent pour former une forme pensée. Dorénavant, les deux chercheurs vont nourrir la forme pensée, mais étant connectés à cette forme pensée, ils vont pouvoir aussi être nourris par elle, c'est-à-dire qu'un des chercheurs, par exemple, va percevoir inconsciemment des informations que l'autre chercheur a mis dans la forme pensée. De cette manière, leurs recherches avancent de front et ils arrivent à la fin de leurs travaux à peu près en même temps. Les découvertes simultanées ne sont donc pas dues au hasard ou à des coïncidences, mais s'expliquent logiquement par l'existence des formes pensées. Le regroupement des formes pensées peut se faire à une bien plus grande échelle. Des centaines, voire des milliers ou des millions de formes pensées similaires vont se rejoindre pour former une gigantesque forme pensée avec une force extraordinaire, puisqu'elle est la somme de toutes les forces de toutes ces petites formes pensées. Et ces grandes agglomérations de formes pensées sont appelées des centrales de formes pensées. Il existe donc dans l'au-delà des centrales de pensée qui représentent les pensées les plus courantes de l'être humain. Il y a donc des centrales d'amour, de respect, mais aussi de haine, de racisme, de violence. Certaines centrales de formes pensée se forment grâce à un événement fédérateur, comme un événement sportif, culturel ou politique, qui oriente les pensées de beaucoup de gens dans la même direction. Et alors toutes les formes pensées isolées, mais similaires, se regroupent pour former une centrale de formes pensée. De nos jours, cela se passe très facilement parce qu'avec les médias, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui peuvent être informés d'une même chose et se mettre à penser dans la même direction. Par exemple, lorsque le match final du championnat du monde de football est annoncé dans les médias, il y a des dizaines de millions de gens qui se mettent à penser à ce match. Et les formes pensées qu'ils émettent, étant similaires, vont se rassembler et former une gigantesque centrale de formes pensées en relation avec ce match. Ce que chaque individu donne à la centrale est très petit, mais ce que la centrale peut donner à chaque individu est énorme. Cela explique le comportement parfois violent de certains supporters quand les choses ne se déroulent pas comme ils le veulent. Renforcés par la force qui émane de la centrale, ils vont commettre des actes violents qu'ils n'auraient jamais commis autrement. Et après coup, certains d'entre eux regrettent et ils diront « Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi, je n'étais plus moi-même ». Et avec ces expressions, ils décrivent exactement le processus qui a lieu. Ils ont été pris par le courant de force émanant de la centrale. Ce courant était plus fort qu'eux et ils ont perdu la maîtrise d'eux-mêmes. Mais nous ne sommes pas laissés sans défense face à ces courants de force qui émanent des centrales de pensée, parce que si nous recevons de la force ces centrales, c'est que d'abord, nous nous sommes connectés sur ces centrales en entretenant des pensées similaires. La majorité des gens pensent que nous ne sommes responsables que de nos actes et de nos paroles, mais pas de nos pensées, parce que la justice terrestre ne peut percevoir que nos actes et nos paroles. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que nous sommes libres de penser absolument ce que nous voulons, que nous pouvons nous livrer aux pensées les plus horribles, destructrices et violentes, sans que personne puisse nous appeler pour nous demander de rendre compte de ce que nous avons pensé. Mais cette croyance ne correspond pas à la réalité. Tout comme nos actes et nos paroles, nos pensées sont des semailles que nous mettons dans le monde et que nous récolterons par la suite,
même si nous n'avons pas transformé ces pensées en actes. Alors, comment est-ce qu'une chose comme ça est possible? Prenons l'exemple d'une guerre. Des tensions existent entre deux pays. Les citoyens de ces deux pays ont des pensées agressives envers leurs voisins. Toutes ces petites formes pensées se rejoignent pour former une centrale de formes pensées de guerre. Mais les citoyens de ces deux pays ne sont pas les seuls à penser dans ce sens-là. Quand l'information qu'il existe des tensions entre ces deux pays sont diffusées par les médias, un peu partout dans le monde, certaines personnes se mettent à penser dans la même direction et par là renforcent la force de la centrale. Ainsi, lorsque la guerre se déclare, il y a plus de personnes responsables qu'on le croit habituellement. Il y a bien sûr les citoyens de ces deux pays qui ont émis des pensées de guerre et qui ont pris les armes, mais il y a aussi toutes les personnes qui, à distance, un peu partout dans le monde, ont émis des pensées similaires. Bien sûr, chacun est responsable et récoltera en fonction de combien il a nourri la centrale de guerre. Autant nos pensées peuvent être destructrices, autant elles peuvent être constructrices et bienfaisantes si nous entretenons des pensées d'amour, de justice, d'entraide. Ainsi, les pensées qui sont émises par les êtres humains sur Terre contribuent à former le monde des formes pensées et des centrales de pensée dans l'au-delà, et ainsi à façonner notre monde et les événements qui s'y déroulent. Le dicton « ce sont les pensées qui mènent le monde » est donc parfaitement exact. Mais le choix entre les pensées constructives ou destructives est entièrement entre nos mains.